On va pouvoir commencer cette dernière conférence de la journée, un peu plus courte, mais on l'espère qu'il sera très intéressante. Je vous demande un petit peu de calme, encore 20-25 minutes après, il y aura le goûter, le réconfort. Donc nous avons l'honneur d'accueillir Madame Amélie Oudéa-Castéra, ancienne ministre des Sports et ancienne ministre de l'Éducation nationale. Vous le savez, elle a été ministre notamment pendant les Jeux Olympiques et donc je vous propose directement de rentrer dans le vif de la question avec le thème des Jeux Olympiques. Du point de vue des athlètes, Madame Castéra, les JO sont l'aboutissement d'une vie, mais pour ceux qui les organisent, ces moments peuvent aussi bouleverser. Une cérémonie, une médaille, une rencontre, certains instants restent gravés. Ainsi, ma question est la suivante. Quel a été pour vous le moment le plus fort, le plus émouvant ou le plus inattendu de ces Jeux Olympiques? Et pourquoi ce moment-là vous a-t-il particulièrement touché? Merci beaucoup de la question. Je suis ravie d'être avec vous tous et toutes cet après-midi. Je sais que vous avez une longue journée, que c'est un peu le moment conclusif, mais c'est plutôt sympa de l'utiliser pour parler de sport et se remémorer un peu tous ensemble cet été magique qu'on a connu avec nos Jeux Olympiques et Paralympiques. On ne les avait pas organisés depuis un siècle et c'était chouette de vivre cette ferveur et de ressentir toutes ces émotions. Alors, c'est évidemment pas facile de retenir un seul moment. Je pense que ça a été en fait justement toute une série d'émotions, une alchimie qui est venue aussi grâce au public français qui a été absolument extraordinaire pour célébrer les athlètes, d'ailleurs pas que français, les athlètes du monde entier. Et évidemment la cérémonie d'ouverture pour moi reste un moment hyper fort. On était fiers, je crois, ce soir-là tous d'être français, d'envoyer ce message au monde d'audace, un peu d'impertinence parfois, cette volonté d'inclusion. C'était une cérémonie incroyablement osée, incroyablement complexe, dans des conditions météo, vous vous en souvenez, folles, avec ces seaux d'eau qui nous tombaient sur la tête. Mais on a réussi à délivrer quelque chose de grand, quelque chose qui a donné une super image de notre pays dans le monde entier et qui, je pense, reste gravé dans nos mémoires. Ce moment où, justement, la pluie s'arrête parce que, voilà, on a Céline Dion qui crée ce moment incroyable et juste la pluie qui s'arrête à ce moment-là. Je pense que c'est un moment très fort qu'on a tous vécu ensemble. J'ai aussi envie de revenir sur des moments sportifs. Je pense que vous vous souvenez, au lendemain de la cérémonie d'ouverture, dès le samedi 27 juillet, quand il y a notre équipe de rugby à 7, le rugby à 7, c'est pas un sport hyper connu, mais on avait tous notre Antoine Dupont national qu'on avait envie de suivre jusqu'au bout dans cette aventure. Notre star du rugby à 15 qui avait décidé de se lancer un peu fidèle à son rêve de gamin dans cette aventure des JO et donc de choisir la discipline du rugby à 7, de repartir quasiment de zéro pour lui, pour se former à ce sport qui est différent de son sport à lui historique. Et de voir toute l'équipe derrière le coach Jérôme Darret, vous vous souvenez aussi de leur petite chorégraphie, de leur danse. Ce samedi, quand ils gagnent le titre et donc la première médaille d'or des 64 qui vont ensuite suivre à l'échelle globale de toutes les médailles, c'était un moment unique et qui a permis de lancer vraiment les succès français sur cette quinzaine olympique. Et je pense que peut-être le dernier moment, peut-être les deux derniers, la remontée de Léon Marchand dans le dernier 50 mètres du 200 mètres papillon contre Christophe Milak, le nageur hongrois, avec toute la France qui était suspendue et les gens qui, dans l'aréna La Défense, à chaque fois qu'il levait la tête de l'eau, criaient son nom, scandaient son nom. La passion, la ferveur et l'exploit sportif au bout de ce moment-là, c'était, je pense, absolument inouï. Et puis on n'oubliera, je pense, aucun d'entre nous le sourire d'Aurélie Aubert. Vous vous souvenez, à la fin des Jeux paralympiques, quand elle est au Club France et qu'il y a cette Marseillaise en son honneur, qu'elle pleure de joie après avoir gagné la première médaille d'or en boccia de l'histoire de notre pays. C'était, je pense, un moment immense d'inclusion et de partage. Je vous remercie, Madame la Ministre. J'espère que ça vous reparle, ça vous remémore un peu ces belles émotions. Je pense qu'on a tous gardé des très bons souvenirs de cette période des Jeux Olympiques à Paris. J'enchaîne sur une deuxième question qui sort un peu du cadre des JO. C'est une anecdote politique. Être ministre, c'est aussi vivre des moments intenses, parfois inattendus ou drôles. On imagine mal tout ce qui se passe dans les coulisses de l'État.
Ainsi, Madame la Ministre, auriez-vous une anecdote amusante, étonnante ou marrante à partager avec nous ou sur votre expérience politique? Quel moment vous a particulièrement fait réfléchir ou sourire? Oui, une expérience de ministre, c'est une expérience d'une intensité dingue, j'ai envie de dire, a fortiori quand vous êtes ministre des Jeux Olympiques et Paralympiques et qu'il y a toute la pression médiatique, toute l'attente d'un pays, la peur de ne pas être au rendez-vous, les polémiques, tout ça qui vient en même temps et qui rend l'équation hyper dure, hyper exigeante. Moi, c'est vrai que j'ai eu le sentiment pendant ces 2 ans et demi de quasiment pas avoir en fait une minute d'oxygène pour vraiment me régénérer, respirer, avoir du temps. Une anecdote amusante, j'ai peut-être pas eu tellement de moments finalement légers ou drôles. Moi, j'ai peut-être pu vous faire rire à certains moments, à mes dépens. Mais non, je pense que c'est énormément d'intensité. J'ai plein de souvenirs qui me reviennent dans la tête. Évidemment, les conseils des ministres le mercredi matin étaient des moments particulièrement forts, parce que vous avez toujours le petit exposé du chef de l'État qui vous donne sa perspective sur la situation du pays, de l'Europe, du monde. Donc, c'est des moments qui sont des moments on va dire, de gravitas, où vous sentez que vous êtes au cœur d'une machine politique et qu'il y a des émotions qui sont assez fortes. Moi, j'ai eu la chance, avec ma casquette de ministre des Jeux, de travailler énormément en interministériel. Donc, j'ai des super souvenirs à Beauvau, j'ai des souvenirs à Bercy, j'ai des souvenirs au ministère de la Santé. J'ai eu cette occasion, cette opportunité d'aller vraiment travailler avec toutes les administrations. Et ça a vraiment, je pense, donné une richesse à mon expérience énorme. Et puis après, il y a eu évidemment des moments d'angoisse, des moments difficiles. Vous voyez souvent les voitures de ministres avec les gyrophares, vous entendez ce pimpon et vous allez, par exemple, aux questions au gouvernement dans un hémicycle comme ça, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, répondre à des questions d'actualité que parfois vous découvrez juste 15 minutes avant qu'on vous pose la question devant les caméras de tout le pays. Donc c'est une pression et un sentiment où je me suis retrouvée plusieurs fois dans la bagnole avec mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire, comment je vais pouvoir expliquer, j'ai 2 minutes, pas 1 seconde de plus parce que votre micro est coupé, comment avoir de l'impact, comment se justifier, comment expliquer, comment rassurer. Donc ça a été des moments que j'ai trouvés parmi les plus exigeants. Et puis voilà, il y a eu des jours évidemment moins faciles, des jours de polémique, des jours de moquerie, des jours de difficulté où vous êtes un peu en détresse parce que vous avez l'impression de faire les choses pour les bonnes raisons, mais parfois vous commettez une maladresse, un propos à côté, un petit geste qui n'est pas exactement bien, et soudainement, quelque chose que vous faisiez pour une bonne intention devient source de difficultés, de déstabilisation. Donc il y a des moments très difficiles à vivre, mais au global, je pense que ça valait, voilà, le jeu en valait la chandelle, et je suis fière d'avoir pu être au service du pays. Je vous remercie, Madame Castera. Donc, le travail de ministre... J'ai pas divorcé depuis, vous pouvez m'appeler Oudéa Castera. Oudéa Castera, excusez-moi. Le travail de ministre est un travail difficile, vous l'avez dit, mais particulièrement lorsqu'on est une femme en politique. Vous avez eu une carrière impressionnante dans des sphères souvent dominées par les hommes, le sport de haut niveau, la haute administration, le privé, puis la politique. Ainsi, ma question est la suivante. Quel obstacle spécifique avez-vous rencontré en tant que femme politique et quels conseils donneriez-vous aux jeunes filles ici présentes dans cet hémicycle qui souhaitent s'engager à leur tour? De le faire parce que je viens de l'évoquer, il y a des jours difficiles, mais c'est quand même une chance immense quand on aime la chose publique, et si vous êtes là, c'est que c'est le cas. Quand on aime la politique, quand on aime la République, je trouve que ça vaut le coup quand on en a l'opportunité de s'engager. C'est un sacerdoce, il ne faut pas l'oublier, c'est des moments de très haute intensité, mais c'est des phases dans sa vie. Après, il y a des phases un peu plus cool pour récupérer, pour faire d'autres choses, se redonner du temps aux siens. Donc pour rien au monde, je ne troquerai cette expérience, même dans les jours difficiles, même dans les jours où parfois vous avez mal. Au global, ça vaut la peine. Alors oui, je pense que même si plein de progrès ont été faits, ça reste quand même encore un petit peu plus difficile pour une femme que pour un homme d'évoluer en politique. Je pense que dans mon cas, très clairement, il y a certaines des attaques dont j'ai été l'objet qui n'auraient probablement pas eu la même envergure si j'avais été un homme. Je pense que quand vous attaquez une femme
sur sa vie de famille, ses choix de femme, de mère, etc. Il y a des choses qui sont très difficiles à vivre. Mais en même temps, quand vous faites de la politique, vous savez que vous vous exposez. Moi, j'ai commis des maladresses, j'ai dû les assumer, j'ai dû en payer le prix aussi. Et quelque part, cette violence de la vie politique, au fond, si vous arrivez à tenir, après coup, elle vous rend plus fort. Moi, je ne souhaite à personne de la connaître telle qu'elle, mais il faut savoir que ça existe et prendre de la distance par rapport à ça, comprendre que ça n'a en fait rien de personnel, mais que c'est lié à ce que vous représentez à un certain moment de votre vie, à ce que vous incarnez. Et on le sait, la politique est dure, la politique peut être violente, elle peut être ingrate, mais je crois malgré tout, pour paraphraser ce que dit Clément Beaune, un de mes amis en politique, elle reste quand même belle. Donc il faut continuer à s'engager et la République demain aura besoin de vous. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour ce mot d'espoir. Du coup, j'enchaîne sur ce qui sera peut-être la dernière question avant de prendre éventuellement une ou deux questions du public. Une question d'espoir, une question qui concerne les lycéens, une question sur l'orientation. On le sait, l'orientation reste un moment de stress pour beaucoup de jeunes. Certains n'obtiennent pas la formation de leur choix et se sentent perdus ou déçus. Alors ainsi, ma question est la suivante, Madame la Ministre. Avez-vous toujours su ce que vous vouliez faire ? Et que diriez-vous à un jeune qui n'a pas la formation qu'il souhaitait ? Est-ce qu'on peut aussi réussir à partir d'un échec ou d'un détour ? Oui, c'est une super question. Je pense qu'on a un peu tous une espèce de petite musique en nous qui nous dit qu'on est plutôt bon là, qu'on est plutôt fait pour ci et pour ça. Et c'est important de jamais laisser cette petite musique s'éteindre. Il y a des détours, il y a parfois des moments inattendus. Moi, par exemple, dans mon parcours en entreprise, puisque j'ai eu la particularité d'être d'abord une sportive de haut niveau dans le tennis, ensuite de travailler dans la haute fonction publique, après d'aller au COMEX de grandes entreprises comme AXA et Carrefour, et ensuite de travailler dans le sport avec ce rôle ministériel. Il y a des passages qui sont inattendus, mais en même temps, vous êtes au fond un peu fidèle à votre grammaire intérieure. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Et moi, il y a quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Où est-ce qu'est votre talent singulier ? Et moi, dans la période récente, quand j'ai terminé mes fonctions ministérielles en septembre de l'année dernière, je me suis donné du temps là, dans les 6 ou 7 derniers mois. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était probablement dans le sport que je pouvais me sentir le plus utile socialement. Et j'ai beaucoup réfléchi entre le privé et le public. Et je me suis dit, j'ai fait beaucoup mon examen de conscience en me disant, mais au fond, où est mon talent ? Qu'est-ce que je peux apporter de singulier, de spécifique ? Et je me suis dit que c'était probablement moins en optimisant les revenus ou la profitabilité d'une entreprise que dans le fait de faire collaborer des secteurs institutionnels, publics, privés, porter des politiques publiques, œuvrer à l'intérêt général, défendre les intérêts du sport français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureuse, là, en ce moment, dans la campagne que j'ai engagée pour la présidence du Comité national olympique et sportif français. C'est une institution qui permet de porter les valeurs de l'olympisme en France et de défendre le mouvement sportif, donc les clubs, les athlètes, les fédérations. C'est un peu le cœur battant du sport et j'ai l'impression d'être à ma place. Ce qui est important dans ce que tu as évoqué, c'est la notion d'échec. Moi, je fais vraiment partie de ceux qui pensent qu'en réalité, il n'y a pas vraiment d'échec dans la vie. Il y a des moments difficiles, mais en réalité, l'échec vous définit autant que la réussite. Et moi, il y a une phrase de Mandela qui, à chaque fois, m'obsède et que j'ai envie de vous partager, qui dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Et je pense que cette phrase-là, elle est hyper utile dans les moments de doute, dans les moments de down, dans les moments d'hostilité, dans les moments d'épreuve, dans les moments de solitude, de se souvenir que quand on serre les dents, quand on tient, il y a toujours un moment où à nouveau la vie vous tend la main, vous sourit et vous avez des opportunités à saisir, des rencontres qui vont venir vous aider. Moi, parmi les décisions les plus importantes que j'ai prises dans ma vie, ça a été souvent au lendemain d'échecs ou de moments heurtés de mon parcours. Je vais vous en citer une décision que j'ai prise qui était de m'engager dans la voie des études et qui m'ont permis de faire Sciences Po, qui m'ont permis ensuite de faire l'ENA. C'est cette conscience que j'ai eue à un moment que je ne serais pas une grande championne de tennis, que j'avais beau avoir été championne de France, championne d'Europe, championne du monde, j'étais pas faite du bois des plus grandes championnes et j'ai eu une blessure à l'épaule
et la coïncidence de ces deux moments de prise de conscience et d'une blessure qui a été une vraie tuile, un vrai moment d'épreuve. Après mon dernier Roland-Garros en 96 avec Amélie Mauresmo, on jouait en double ensemble, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Et j'ai eu le courage de poser ma raquette et d'aller me réinvestir pour aller chercher des diplômes et mes études. Donc des moments comme ça, vous en aurez. Ils sont hyper fondateurs dans une vie. Il ne faut pas en avoir peur, pas se voiler la face, essayer de rester toujours fidèle à ce qu'on pense être sa véritable force et sa singularité. Je vous remercie, Madame la Ministre. C'est peut-être le fin mot de cette journée, le courage. Nous allons prendre quelques questions du public, peut-être une seule seulement. Bonjour. J'aimerais revenir sur les JO, s'il vous plaît. Pourquoi pensez-vous que vos idées pour les JO ont été autant critiquées par les médias ? Comment avez-vous géré ces critiques ? Et cela n'a-t-il pas été difficile pour vous et votre équipe, bien évidemment ? Si, c'était bien sûr difficile. Vous savez, quand vous avez la responsabilité du plus grand événement planétaire et que ça fait 100 ans que votre pays n'a pas accueilli les Jeux, qu'on est dans un contexte sécuritaire compliqué, qu'on a décidé de faire une cérémonie d'ouverture, la première de l'histoire des JO hors d'un stade, qu'on a pris des engagements un peu fous, comme celui de faire les épreuves de natation ou de triathlon dans la Seine, et qu'il faut que la Seine soit propre, baignable le jour J. En fait, tout ça, ça vous met une pression de folie. Vous voulez que les transports fonctionnent, vous voulez qu'il y ait la fluidité, vous voulez que les gens qui ont parfois payé cher un billet au jeu soient heureux. Donc c'est une pression monumentale qui vous force vraiment à aller au bout de l'exigence, à avoir l'obsession du détail, d'avoir cette rigueur et la volonté de se dire tant pis, il y a des polémiques, mais c'est pas grave, je vais utiliser presque même cette défiance médiatique pour élever le niveau au sein même de l'équipe gouvernementale de là où on doit être pour que ça marche et pour que ça délivre. Et donc, moi, je pense que c'est un peu comme à l'aïkido, vous essayez de prendre la force dans le bon sens. Il n'y a pas eu beaucoup d'encouragement, mais après coup, il y a eu beaucoup de félicitations, beaucoup de bonheur donné aux Français, beaucoup d'émotions qui vont rester. Et je pense encore une fois qu'on s'est prouvé avec ces Jeux Olympiques et Paralympiques que nous, la France, on était un grand pays capable de faire des grandes choses. Merci. On arrête. On peut prendre une dernière question. Bonjour madame. Est-ce que c'est vous qui avez choisi d'inviter Aya Nakamura ou pas lors de ces JO ? À vrai dire, vous n'aurez pas pu trouver meilleure personne pour représenter la France avec sa fameuse reprise de Formidable de Charles Aznavour. Vraiment merci, c'était un moment formidable et beaucoup de personnes sur TikTok veulent pouvoir revenir en arrière pour revivre ces moments inoubliables, dont moi. Vraiment merci. Merci de cette petite question. Pour moi, ça a été aussi un moment magique. Quand on a vu Aya Nakamura, avec tout ce qu'elle représente, de mixité, d'audace, avec son costume à plumes sur le pont des Arts, escortée par la garde républicaine, et oui, chanter un élément du répertoire de ce grand artiste hyper emblématique pour nous les Français qu'est Charles Aznavour, mais chanter aussi son propre répertoire, ça a été grand. Et Aya Nakamura, je ne sais pas si vous l'avez relevé, mais elle a été la seule artiste pour laquelle, avec Thomas Joly et Tony Estanguet, on a donné le feu vert pour qu'elle chante son propre répertoire. Et donc il y a du formidable, mais elle chante aussi notamment Dja, et c'était géant de la voir être aussi impériale et que ce moment soit unanimement reconnu comme un des plus beaux de la cérémonie d'ouverture. Alors, je vous promets, je ne vais pas vous rechanter Dja, mais, je voulais vous dire à quel point ce petit moment, quelques mois avant, il a été difficile pour moi parce que c'est un moment où j'ai été un peu piégée par les médias et je voudrais vous rappeler pourquoi tout ça est arrivé, pourquoi j'ai eu à prendre la parole sur Aya Nakamura. J'ai été la seule femme politique à élever la voix quand elle a été victime d'attaques racistes
par un collectif d'extrême droite qui s'appelle Les Natives et qui avait déployé sur les berges de la Seine une banderole avec écrit « Aya, il n'y a pas moyen, ici c'est Paris, c'est pas le marché de Bamako ». Quand moi j'ai vu ça, j'ai tout de suite écrit sur Twitter, j'ai gueulé, j'ai hurlé, j'ai jugé que c'était inadmissible d'avoir de telles attaques contre une artiste qui est l'une des personnes les plus importantes aujourd'hui pour la francophonie, pour notre culture, pour notre jeunesse. Je sais ce qu'elle représente pour vous tous, et donc de la défendre. Et quand ce caméraman est venu, en fait, c'est pas ce que je viens de vous dire qui a été véhiculé, c'est quand à la fin, il a voulu vérifier que je connaissais Aya Nakamura et qu'il m'a demandé « Alors, vous pouvez le chanter ?» Voilà. Et j'ai voulu montrer que quand je parle d'Aya Nakamura, je parle d'une artiste non seulement que je connais, mais que j'aime. Et in fine, ça s'est retourné contre moi, ça a été des moqueries. Ça me fait encore parfois un petit peu mal quand on essaie de se fiche de moi, mais j'estime avoir eu le courage et la distinction en politique de me battre pour nos valeurs, pour ses valeurs, pour celles de la République. Encore merci Madame la Ministre d'avoir accepté notre invitation.